Bonjour. Merci d'être là. On va démarrer doucement. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Camille, la fondatrice de l'association. Et pour cette 18e masterclass, non, je ne sais plus, j'ai plus de compte. Il y a de l'écho. Alors, s'il y a de l'écho, il faut fermer vos micros, s'il vous plaît. Alors, j'espère que l'écho n'est pas avec toi, Lélio. Sinon, je fermerai mon micro quand... Est-ce que On il y n'entend a pas encore... d'écho en tout cas. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Vous pouvez me dire si ça va? Oui, ça va. Ok. Donc, 18e masterclass, c'est ça, Victoria? On en 19e. est 19e. On a le plaisir d'accueillir Lélio Stetta, qui est à la fois notre fournisseur presque officiel de très bons légumes et très bons produits et de vin accessoirement aussi quand on fait des fêtes, mais qui siège aussi dans notre conseil d'administration. Voilà. Donc, il est là à double, triple titre et a de jolies histoires à raconter aussi. Salut Lélio, faut que tu ouvres ton micro. Bonjour Camille, bonjour tout le monde. Alors, juste pour déjà, est-ce que tu peux raconter un peu qui tu es et comment tu as fondé l'épicerie Lozinghem à Paris il y a plus de 10 ans maintenant, si je ne m'abuse, bien 11 ans même. Voilà, si tu peux nous raconter un petit peu la jeunesse de ce projet qui nous nourrit. Ouais, avec plaisir. Écoute, moi c'est un projet qui a du coup 11 ans révolu maintenant parce que l'ouverture de la première boutique a eu lieu en 1er mai 2014. Et donc c'est un projet qui avait pour but de proposer aux Parisiens des produits directement issus de producteurs. Qui avaient été rencontrés sur le terrain, donc sur leurs exploitations, qui avaient été sélectionnés pour la qualité de leurs produits et donc avec l'objectif de rendre accessibles ces produits aux Parisiens. Il faut savoir que le contexte à l'époque à Paris, intramuros et même dans pas mal d'endroits, était pas du tout celui qu'on a aujourd'hui avec une ribambelle de petites boutiques qu'on a vu naître par la suite, mais on avait une offre qui était très très faible. Et par contre, tu te demandes qui était déjà assez existante, avec notamment un petit peu les AMAP et tout ça. Mais voilà, moi, avec un ami, j'avais considéré que finalement, l'offre était pas du tout suffisante par rapport aux besoins qu'on décelait un petit peu dans la clientèle, qui était déjà très amatrice finalement, quand on leur posait la question de produits de qualité, qui avaient pour habitude de consommer sur des marchés en région lorsqu'ils étaient en vacances, dans des régions de production, ce genre de choses, et aussi qui avaient déjà cette sensibilité à la qualité, qui n'avaient pas du tout le sentiment de retrouver la même qualité à Paris, et donc il y avait vraiment deux mondes, voilà, la consommation citadine et puis la consommation peut-être en région sur des marchés en direct producteur. Et du coup, nous, on s'est dit, bon, on va faire un truc direct producteur, donc avec un peu la même qualité qu'on retrouve sur un marché, sur une zone de production. On va la transposer le plus rapidement possible, avec le plus de fraîcheur et avec le même sourcing qu'on peut avoir sur un marché. Donc, un petit exploitant, un petit producteur qui va venir commercialiser ses produits directement. Et donc, avec toute la sélection variétale qui va avec, tout l'accueil à maturité, enfin tout un petit peu les standards qu'on nous on met aujourd'hui dans nos boutiques depuis 10 ans, qui font la qualité du produit à la fois nutritionnel, gustatif et tout ça, quoi. Donc en gros, c'est un projet voilà, de relation avec des producteurs et d'accessibilité à la consommation pour les Parisiens. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est aussi un projet de quartier. D'ailleurs, le sous-titre, c'est Lozinghem, qui, pour ceux qui n'ont pas compris, veut dire magasin en verlan, hein, c'est ça, hein, si je ne C'est m'abuse. ça. Le sous-titre, c'est épicerie de quartier. Donc, mais est-ce que tu peux nous raconter toi ton parcours? Parce qu'au départ, tu n'avais pas vraiment prévu d'être épicé. Comment c'était venu cette idée? Oui, c'est vrai. Alors la baseline, ouais, c'est épicerie de quartier. Mais c'est vrai que ça reflète pas totalement les deux facettes du projet, je dirais, parce qu'en fait, la deuxième facette, c'est direct producteur. Donc, c'est vraiment le côté relation de producteur et le côté épicerie de quartier. Donc, en fait, le fait d'être ancré dans un quartier et d'interagir avec ce quartier-là, que ce soit les commerçants, mais aussi la rencontre aussi finalement aussi avec les fournisseurs qu'on peut avoir un peu partout
en France et puis en Italie et dans d'autres pays. Et donc pour moi, la jeunesse de ce projet-là, c'est d'abord d'être né dans ce quartier-là, d'y avoir vécu, d'y avoir grandi, avec tout ce que ça comporte de bien et de moins bien. C'est-à-dire que bon, il y a plein de choses bien, évidemment. Je suis très heureux d'avoir grandi là. Mais c'est vrai que par contre, en termes de connaissance du milieu agricole, de connaissance de comment on pousse les légumes, par exemple, enfin voilà, de toute la connaissance agricole, c'est vrai que c'était quelque chose auquel on était très éloigné, donc on a l'habitude de dire qu'on avait vu principalement du béton, même si moi j'ai quand même eu la chance d'aller à la campagne assez fréquemment, mais plus sur un mode pour me divertir, on va dire. Et c'est vrai qu'un jour, voilà, l'idée, voilà, m'a un peu, enfin, j'étais un peu tiraillé par cette question-là, et du coup, on s'est avec des amis orienté vers une sorte de retour à la terre, et donc on a fait un peu, on a construit et créé une ferme associative et participative, et donc dans lequel on a expérimenté tout un tas de pratiques d'agricole et de liens aussi avec les gens qui pratiquaient dans la région avec un MT. Donc moi j'étais dans le parc régional Périgord-Limousin, donc qui était à cheval sur la Haute-Vienne et la Dordogne, grosso modo. Et donc là, de là, on a rencontré plein de gens, on a fabriqué, on a produit un petit peu nous-mêmes, donc du pain, du fromage, des légumes. On a fait des saisons de récolte. On a récolté aussi nous-mêmes des pommes transformées en jus de pomme, donc on a fait un peu de transformation artisanale, des choses comme ça. On a fait évidemment plein de confitures, voilà, tout ce type de choses qui tournent autour de l'alimentation. Et voilà, et moi c'est vrai que ça m'est venu de là parce que d'une part, le lien assez fort que j'entretenais avec les gens avec qui que j'ai rencontrés dans ce parcours-là. J'appréciais beaucoup aller à la découverte finalement des savoir-faire un petit peu ancestraux ou alors savoir-faire parfois uniques, des pratiques et puis des personnalités des gens aussi dans leur métier. Et parallèlement, ce qui était assez intéressant aussi, c'est que ce côté un peu touche-à-tout associatif qu'on avait nous a permis finalement de pas être trop spécialisé et donc ça collait plutôt bien avec l'idée d'épicerie généraliste qui nous offrait en fait tout le panel de l'alimentation. Donc nous on disait du petit déjeuner au dîner, en passant par l'apéritif pour les enfants, machin. Donc en fait il y avait un peu de tout. Et donc ça c'était plutôt bien Pardon, pour qu'est-ce qu'il construire est un advenu discours, de quoi. cette ferme périgourdine Alors elle a plus ou non en fait la ferme Périgourdine elle a pas survécu parce que enfin pas survécu parce que ça a été finalement enfin c'était un projet très temporaire on va dire pour le site et donc ça a été repris par les propriétaires. Mais bon, j'ai pas mal d'amis qui sont restés là-bas, et notamment un des premiers associés, Guillaume Morvan, qui nous a accompagnés sur les 2 premières années et qui aujourd'hui est dans une ferme qui fournit le Zingam sur du Gouda donc là-bas, hein, donc Périgord-Limousin, en bio, voilà des des Hollandais en fait qui sont venus s'installer lors des périodes de en fait, il n'y a pas assez de place pour les paysans en Hollande, et donc les Hollandais venaient s'installer pas mal en agriculture en France, et donc ils sont installés, et donc bon, bah, ils ont fait du Gouda, donc on a du Gouda français. Donc les gens continuent d'être là-bas. Alors, du coup, tu es revenu à Paris, dans ton quartier, dans le 11e, et vous avez créé les Zingam avec 2 associés à l'époque, c'est ça? Voilà, exact. Donc on est revenu chargé de toutes ces expériences. On voyait la société qui bougeait pas mal. Moi, j'avais découvert énormément de belles pratiques. J'avais aussi, alors aussi, une autre partie de la jeunesse, ça a été ma découverte avec la Drôme, dans laquelle j'avais été cuisinier pour une chorale, enfin lors d'un été, et j'avais découvert les magasins de producteurs drômois et qui vraiment était en plein essor à ce moment-là. Donc il y avait tout un tas de magasins de producteurs qui se créaient. Et moi j'avais été très choqué par le contraste. On m'avait demandé de cuisiner bio et plutôt végétarien. Et donc en fait on m'a dit d'aller à la Biocoop. Et à la Biocoop j'étais assez effaré par finalement, voilà, il y avait un décalage entre la promesse et la réalité. Donc, par exemple, en plein juillet, on avait encore des produits espagnols, des tomates espagnoles, ce genre de choses, parfois dans les rayons. Et donc, moi, je trouvais ça assez effarant. Et j'avais découvert ces magasins de producteurs qui, pour moi, étaient beaucoup plus authentiques, avec beaucoup plus de fraîcheur, et plus accessibles en prix aussi, et avec un contact direct avec les paysans. Et qui vendaient directement sur place. Et donc là, je suis tombé vraiment sur des produits magnifiques.
à des prix corrects, et puis ensuite relativement pratique aussi, parce que le fait que voilà, ils soient réunis sur une dizaine, quinzaine, vingtaine de producteurs, bah, on avait une certaine praticité. Et puis bon, la Drôme étant un espace de production assez intéressant, enfin assez complet, on va dire. Euh, Bah du coup, je m'étais dit voilà, en fait c'est ça qu'il faut faire pour les Parisiens, parce qu'en fait le problème des Parisiens, c'est qu'ils n'ont pas trop le temps, et donc il faut faire quelque chose qui soit à la fois bon, qualitatif, accessible, mais aussi pratique. Et finalement, la praticité fait partie de l'accessibilité, parce que en fait, si c'est pratique, ça rend les choses accessibles. Et donc je reviens à Paris, je retrouve mon ami Sonny Lac, avec qui j'ai ouvert la boutique à l'époque, la première boutique, qui lui était serveur dans un resto assez empreint de terroir aussi, parce qu'il était chez Mélac, un resto qui faisait qui était auvergnat, et donc un fort rapport quand même à l'authenticité du terroir, et donc qui importait aussi des produits directement de là-bas. Et donc voilà, à deux, on s'est dit, plus Guillaume, un peu sur la partie logistique, on s'est dit, allez, on va faire quelque chose. On va proposer ces produits-là par nos propres moyens, en les approvisionnant nous-mêmes, en direct producteur. Voilà, donc à l'époque, c'était vraiment un grand challenge de réussir à approvisionner dans ces conditions-là, parce que le produit n'avait pas du tout, il n'y avait pas du tout la logistique n'était pas du tout faite, ou très peu. Et donc, voilà, nous, dès qu'on amenait une palette de légumes à la boutique ou de quoi que ce soit, c'était déjà une victoire, quoi. C'était un autre temps. Aujourd'hui, vous êtes très structuré de ce côté-là. Il y a des camions Zingam qui circulent dans Paris. Vous avez où est-ce qu'est votre stockage aujourd'hui? À Rungis, non? Mais, bah, pas très loin de Rungis, hein. On n'a pas été jusqu'à rentrer dans Rungis, mais parce que c'était un peu le, le grand méchant loup, mais on est vraiment pas très loin. Bon, on a fait des choix rationnels par rapport à la logistique, et c'est vrai que, bon, malgré tout, nous, on s'est toujours approvisionné, finalement, les palettes passaient par, finalement, ces hubs logistiques qui étaient Rungis et ses alentours, donc beaucoup le 94. Et donc nous, on allait chercher directement là. Bon, c'est vrai qu'il y a un enjeu, il y a un enjeu. Bon, la logistique, il faut quand même la rationaliser, parce que surtout aujourd'hui, si on rationalise pas la logistique, bon, ça coûte cher. Il faut pas perdre de temps, parce que le produit, il aime pas, on aime frais justement. Ça coûte cher, et puis écologiquement aussi, on n'a pas envie que le produit il fasse 4 fois le tour. Qui soient transportés dans des petits camions, vaut mieux des gros camions. Enfin voilà, il y a tout un truc où, parce que le gros camion, ça fait peur, mais bon, ça transporte beaucoup plus, et finalement, le rapporté au kilo, c'est plus performant. Donc on s'est un peu inséré dans ce qui se fait aujourd'hui, voilà, mais tout en conservant notre propre sourcing en direct des producteurs. Donc ça, pour nous, c'est devenu le fer de lance, c'est à la fois d'avoir une logistique qui soit performante et assez classique, mais pas irrationnelle, intelligente, mais tout en conservant nos produits producteurs. Et après, on s'est structuré, oui, avec bon, maintenant on est une trentaine de salariés. Il y a donc la partie distribution aux restaurateurs, distribution aux épiceries indépendantes partenaires, parce qu'il y a une quinzaine d'épiceries avec qui on travaille toutes les semaines dans Paris et région, et en plus des nôtres, et trois épiceries. et puis nos 3 épiceries en propre, voilà, qui sont quand même qui nous occupe, parce que ça coûte quand même 7 jours sur 7, et dans notre logique d'accessibilité, il y avait aussi les horaires qui étaient très importants, et donc nous, c'est ouvert 10h jusqu'à 21h le soir, de manière à permettre à ceux qui finissent tard de quand même pas avoir, d'avoir accès aussi à des produits de qualité, même à cette heure-ci, de pouvoir acheter une botte de radis même à 20h30, quoi. Alors moi, je suis pas très objective, parce que je pense que je me suis nourrie et j'ai nourri mes enfants aux produits Zingam depuis le jour 1 de l'ouverture, mais par rapport à ce lien ville-campagne, urbain et ruraux, agriculteurs et citadins consommateurs, comment aujourd'hui, 10 ans plus tard, 11 ans plus tard, tu vois les effets, quoi? C'était quand même à la base votre mission, votre envie, votre motivation. Comment ça se concrétise aujourd'hui? Est-ce que tu sens que ça a évolué, que vous avez changé un peu la donne, quoi? Bah, oui, ça a beaucoup changé. Alors, sûrement par rapport au fait, enfin, si on voit les autres boutiques, et puis
Et puis, comment a évolué un certain nombre d'acteurs vers des produits plus vertueux. Je pense on a participé à ce que ça bouge. Pour nous, moi, j'ai parlé beaucoup au début de pédagogie, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un réapprentissage, en tout cas, il y avait quelque chose qui était moyennement enfin, qui était un peu désappris, déconstruit. Alors, pas forcément sur le bon côté, mais de l'alimentation, des saisons et tout ça. Donc, il y avait tout un tas de choses à réapprendre. C'est vrai que quand on a un parti pris comme ça, de saisonnalité forte, de relation directe au producteur, ça veut aussi dire que, bah, parfois, il n'y a pas enfin, souvent même, en fait, à l'époque, c'était souvent, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le produit en rayon, il n'était pas suivi, c'est-à-dire que des fois, on allait pendant une semaine ou deux, puis après, on s'arrêtait. Donc c'était même pas la saisonnalité classique du produit, c'était que en fait c'était la saisonnalité de nos producteurs, c'est-à-dire quand ils avaient fini la serre, bah ils avaient fini la serre et puis des fois on n'avait pas la personne qui pouvait prendre le relais, donc il fallait expliquer aux clients la réalité finalement de l'exploitant, de ce que ça voulait dire un petit exploitant, que de ce que ça voulait dire et donc ça mettait aussi en image un petit peu voilà les ce que ça voulait dire un petit producteur, qu'est-ce que c'était une serre, qu'est-ce que c'était une planche de culture, qu'est-ce que c'était une saison, qu'est-ce que c'était la vie d'une plante du début à la fin, parce qu'on avait aussi des modifications de qualité entre le produit précoce et puis en fin de saison, il pouvait être assez différent. Donc, à la fois, il y avait une grande originalité dans le produit et du coup, beaucoup de diversité et de biodiversité qui apparaissait aux yeux des gens parce qu'on avait des produits atypiques et qui changeaient en fonction des régions, qui n'étaient pas du tout sur la même dénomination. On pouvait avoir un panel différent de choses, mais de manière assez discontinue. Et donc, ça a été sujet, enfin, ça a créé beaucoup de questionnements, beaucoup voilà, d'apprentissage pour la clientèle et aussi pour nous d'ailleurs, on va pas se mentir, on a aussi énormément appris. Voilà, et bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le temps, moi je vois par rapport à notre clientèle, on a encore alors il y a des concessions qu'on a faites un petit peu plus, il y a aussi des choses où on s'est beaucoup amélioré, c'est-à-dire qu'en fait on a structuré nos approvisionnements avec un plus grand nombre de producteurs de manière à être à faire du plan de culture, à construire en fait la saisonnalité un petit peu plus avec eux dans la limite de ce qui est possible évidemment, parce qu'on s'est évidemment fixé beaucoup de limites par rapport à tout ce qui est serre chauffée, toutes ces choses-là, évidemment, c'était pas des choses qui étaient dans le cahier des charges du tout. Mais on a mieux structuré mais on a vu aussi la clientèle qui, bah, évidemment, comme toi, Camille, ça fait 10 ans que tu consommes chez nous. Bon, je sais pas à quel stade tu en étais exactement de ta connaissance de la saisonnalité, je n'avais pas en juger maintenant, mais je pense que tu étais parmi les plus sensibilisés, mais on avait des clients qui quand même découvraient pas mal, nous posaient des questions. On avait aussi des, des remarques qui étaient un peu, enfin, on avait des remarques qui étaient carrément inversées, c'est-à-dire, ah, c'est n'importe quoi, vous avez mis les fruits dans un frigo, si on les met dans un frigo, ça n'a pas de goût. Et bon, on essaie quand même de leur expliquer qu'il y avait quand même un petit peu, il fallait garder raison et qu'on n'était pas non plus des hippies à faire, enfin, on pouvait pas faire n'importe quoi. Donc, et qu'il y avait quand même un produit à tenir jusqu'à chez eux et que le producteur, il pouvait pas envoyer enfin, voilà, il y avait quand même des réalités de distribution à avoir. Mais bon, on a vu quand même la clientèle beaucoup cheminer et puis bon, aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas, alors bon, je vais pas dire que c'est à tous les niveaux de la société, mais en tout cas voilà, dans le quartier, dans les gens avec les acteurs qu'on voit, on sent que la question de la saisonnalité, la question des provenances et tout ça est quand même remontée pas mal et la question de la qualité, des, des méthodes de culture qui sont vertueuses, bon, surtout sur le goût, mais aussi par rapport à la terre. Voilà, il y a quand même beaucoup de débats et donc je pense que les gens ont quand même pas mal cheminé pendant 10 ans et on a quand même des clients aujourd'hui qui sont à des niveaux très bons, on va dire, en connaissance de la saisonnalité et voilà, voilà, ça tient bien. En fait, tu participes à l'éducation des riverains, quoi. Moi, je considère réellement, et je pense on a vraiment contribué. Alors aujourd'hui, moi, directement moins, parce que c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui se fait directement avec le client, mais en échangeant directement. Mais moi, je me souviens on avait des débats constamment. Et moi, je veux dire, j'ai ces débats-là tous les jours en boutique. Et c'est vrai que bon, bah, c'est quand même une manière de faire de la pédagogie, d'expliquer un par un aux gens qui, on l'espère, comprendront et le réexpliqueront à d'autres. Et voilà, donc pour moi, ça contribue à cette éducation plutôt pour les adultes, en fait. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu une responsabilité qu'on a quand on vend des produits alimentaires, notamment
d'assumer cette responsabilité-là d'éducation. Et je pense que toi, tu le fais, ou ton équipe le fait dans les magasins, mais il y a aussi d'autres, tu vois, les restaurateurs devraient aussi tenir ce rôle-là parfois et dire à leurs clients, ou les pâtissiers, dire à leurs clients, ben non, il n'y a pas de tarte aux fraises, parce qu'en fait, on est en mois de décembre et il n'y a pas de tarte aux fraises, c'est tout. Voilà, bref. Un autre débat. Bah, ne serait-ce que le choix du panel, c'est un parti pris et c'est une forme d'éducation. Oui. C'est-à-dire que, en fait, dans nos métiers, ne pas faire de tout le temps, c'est finalement se mettre des bâtons dans les roues d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en tout cas, à Rungis, ils sont partis de ce principe-là et ils se sont dit, bah, si les gens en veulent, bon, bah, on va leur en donner. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est vrai que si on rentre que dans le jeu de la demande, par exemple, on fait plus d'éducation à la qualité. On répond juste à une demande et en fait, peu importe d'où ça vienne, voilà. Et nous, on le voit malgré tout encore aujourd'hui. Il y a des choses qui sont très demandées et c'est vrai que c'est difficile de pas répondre à une demande quand on est un business. À un bout d'un moment, on se dit bon bah voilà, s'ils veulent de la tomate, on va quand même leur donner de la tomate. Mais donc après, il faut mettre des limites à ça. Mais il faut et pour mettre des limites à ça, eh ben, en fait finalement c'est le discours. En fait, il faut faire remonter les valeurs en avant. Il faut expliquer et du coup il faut faire de la pédagogie par rapport à la démarche et qu'est-ce que ça veut dire pour nous en fait de faire ce métier. Et c'est pas juste donner ce que les gens ont envie d'avoir. Voilà, parce que sinon on perd beaucoup le sens du métier quoi. Bien sûr. Et puis par ailleurs, cette approche de si les gens en veulent, on va leur en donner. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il me semble que c'est un petit peu la source de certain nombre de problèmes aujourd'hui qui génèrent voilà, des situations dans le monde agricole très compliquées, quoi, et dans le monde agro-industriel très compliqué. Donc en fait, il faut aussi... évidemment. Enfin, non, mais en fait, c'est de là que tout vient. Enfin, c'est de là que ça vient. Hein. C'est qu'en fait, ils se sont rendus compte que la tomate, les gens en veulent. Bah, ils se sont dit, on va en faire. Enfin, les gars, ils sont pas, enfin, c'est pas plus con qu'un autre. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, bah, on va en faire. Ah, ils en veulent même là. Bon, bah, voilà. Et puis, en fait, au bout d'un moment, ils en veulent tout le temps. Bon, bah, on en fait tout le temps. Et coûte que coûte, en fait. Et c'est comme, ils veulent du gasoil, on leur donne du gasoil. C'est tout. Enfin, du coup, et puis après, ils se disent, bah non, bah, on va pas arrêter de leur servir parce que du coup, ça fait des marchés entiers qui vont disparaître. C'est des chiffres d'affaires qui se dilapident. Et pour retourner ça, bah, on se rend compte qu'il faut beaucoup d'énergie parce qu'en fait, il suffit pas de dire il n'y en a pas, prenez autre chose parce que le concurrent à côté va toujours le faire. Donc en fait, il faut derrière, c'est là où il faut actionner d'autres leviers. Et ces leviers-là, ils sont beaucoup plus difficiles aujourd'hui à actionner que d'actionner juste le bouton tomate, quoi. Le bouton tomate. Bah, bon, disons que pour nous, en fruits et légumes, la tomate, c'est quand même le truc le plus... Enfin, c'est le produit universel qu'on pourrait vendre toute l'année. Que les gens adorent. Et moi, j'en parle parce que ça a été aussi la révélation. Enfin, ça a été un peu ça cristallise un petit peu beaucoup de débats entre la partie gustative, qui est un grand débat, voilà, les variétés anciennes, à travers aussi les variétés semences de population, semences paysannes, les variétés hybrides. Donc, on a aussi ce débat hybride population qui peut exister. On a la saisonnalité qui est très importante, on a la question du goût, on a la question de la provenance. En fait, finalement, ça résume un petit peu à elle seule le débat de l'éducation du goût. En fait, hein. La tomate, c'est un très bon exemple pour parler de ces sujets-là, quoi. Ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, ça me rappelle le fait qu'un jour, je me souviens que vous avez un peu pris la décision d'avoir des tomates un peu plus tôt que d'avant, et par exemple d'aller les chercher chez des producteurs italiens avec qui vous travaillez beaucoup, voilà, d'aller les chercher un peu plus loin au sud pour les avoir un peu plus tôt, dans le respect de toute votre valeur, etc. Mais aussi parce que j'imagine, il fallait trouver cet équilibre entre demande, rentabilité et respect de vos valeurs et du sens de ce que vous faites. Donc, vous avez un peu pris des décisions, comme tu dis, structurantes et rationnelles, quoi. Oui, c'est ça, rationnel. Et puis, c'est un peu des concessions. C'est vrai que pour faire du commerce, il faut quand même... Moi, j'ai appris quand même sur le tard que faire du commerce que avec des idées, c'est un peu difficile quand même. Enfin, il faut quand même
faut quand même se dire qu'au bout d'un moment, les idées, c'est pas ça qui fait le compte de résultat à la fin. Donc il faut quand même mettre un petit peu d'eau dans son vin. Et oui, oui, c'est vrai que la tomate. Donc nous, on a fait le choix. Et puis bon, c'était aussi un moment où il y avait tout. Enfin, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de serres chauffées en bio qui sont autorisées. Et donc en fait, même en bio, il y avait des tomates au mois d'avril, au mois de mars, et en France. Et donc bon, voilà, nous on a fait le choix de faire de la tomate, de la Daterino sicilienne, donc de la petite tomate cerise, donc rester sur un format un peu plus confidentiel de tomates, pas envoyer des tonnes et des tonnes de tomates, mais rester sur une tomate voilà de consommation un peu plus marginale, on va dire, donc sur de la tomate cerise sicilienne très gustative, en serre évidemment non chauffée, qui à mon sens est moins énergivore et moins consommatrice que ce ne peut être le cas sur des tomates rondes de Bretagne chauffées. Bien sûr. Voilà. Et puis, bon, bah, gustativement, ça n'a pas de rapport non plus. Mm. Donc, voilà. Mais voilà, on fait des petites concessions comme ça. Mais bon, c'est vrai que petite concession après petite concession, on sait pas où ça nous mène non plus à terme. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que faut toujours rester assez vigilant à pas tomber dans les écueils, en fait, finalement, face auxquels on montait, quoi. Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, on est un peu dans une crise. Bon, il y a eu la crise, il y a eu l'espèce de moment en fait hyper bénéfique pour tous les petits commerces de ton genre pendant le Covid et juste post-Covid. Puis après, il y a eu une espèce de creux de la vague complet. Où vous en êtes aujourd'hui? Comment ça se vit ça vis-à-vis donc quand on est un petit commerce alimentaire comme les Inghem et comment vous vivez aussi la crise du monde agricole aujourd'hui, voilà, des nouvelles lois qui nous pendonnaient là, pour ne pas la nommer, hein, j'évoque la loi du plomb, bien sûr. C'est quoi votre ressenti de votre côté? Bah, pour nous, en tant que petit commerce, c'est vrai que bon, c'est pas évident. Mon analyse, c'est qu'en fait, on s'est fait un peu tous berner par le Covid. Mais je pense que quand je dis berner, c'est qu'en fait, il y a eu un élan de bonne consommation, enfin de consommation plus vertueuse. Mais en fait, c'était entre guillemets, de la fausse conversion. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un tas de convertis à ce moment-là qui n'étaient pas des vrais convertis. Contrairement à ce qui se passait avant dans le bio, où en fait, les convertis, généralement, quand ils se convertissaient, ils revenaient pas trop en arrière. Parce qu'en fait, une fois qu'ils avaient goûté, mais on va dire que c'était une démarche qui était plus personnelle, plus pensée, voilà. À l'inverse d'une production, ça se convertit en bio en 3-4 ans. Un consommateur, ça se convertit en bio et surtout pendant le Covid, en environ 5 minutes, c'est converti, quoi. C'est-à-dire que, mais du coup, bah, ça peut aussi revenir très vite en arrière. Et ça beaucoup aussi vite d'ailleurs que ça s'est converti au bio et en production bah voilà donc après donc on a eu tout un état d'effets un peu ciseaux entre l'offre la demande en fait l'offre n'était pas suffisamment structurée pour la demande qui a complètement explosé donc tout d'un coup bah ceux qui offraient enfin ceux qui étaient en place avaient une clientèle énorme et donc avaient la file d'attente devant chez eux et donc ceux qui n'étaient pas encore en activité se sont dit bah tiens ça a l'air d'être vraiment super comme comme secteur, ça se développe bien, c'est pas donné en plus, mais forcément comme il y avait beaucoup de demandes, le prix augmentait et donc il y a eu pas mal d'offres qui s'est créées et puis parallèlement bah boum la demande s'est effondrée et donc là donc c'est vrai que ça a été assez dur c'est assez dur pour je pense pour les commerçants en ce moment l'alimentation durable de manière générale souffre pas mal. Voilà, soit obligé de faire des concessions, comme on disait, donc euh, faire du réalisme économique, donc parfois transiger un peu avec les valeurs, ou du mieux qu'ils peuvent, mais en tout cas, voilà, trouver un chemin dans un espace qui est comme très restreint. Soit bah il y a aussi quand même pas mal de faillites, hein. On a vu quand même un certain nombre d'acteurs s'arrêter. Voilà. Et pour nous, c'est assez disparate entre les boutiques. C'est plus ou moins facile. Il y en a pour qui c'est difficile, il y en a pour qui ça se passe encore très bien. Voilà. Dans les restos, c'est assez difficile aussi. Moi, à une époque, les restaurateurs calculaient très peu, enfin, étaient très peu regardants sur le prix. Encore une fois, avoir le produit, c'était déjà très très bien.
Aujourd'hui, voilà, c'est pareil, les marges se réduisent beaucoup, donc ils sont beaucoup plus vigilants sur les prix d'achat. Et sur la perte aussi. Bon, ça pour le coup, c'est une bonne chose, mais ils sont voilà, ils sont vigilants. Il faut toujours, enfin, tout le monde fait plus attention. Et par rapport à la tendance, bah c'est vrai on est un peu coincé. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on est toujours coincé, mais c'est bon, on n'est pas. C'est que les producteurs, on a un contexte climatique qui est difficile et on a pas mal de pertes. On a des coûts de matières sèches et qui sont de plus en plus chers. Il faut savoir que la production agricole et la production alimentaire est quand même très très consommatrice d'emballage. Hein. On va pas se mentir. Même en faisant du vrac entre les légumes, on a des cagettes, des sachets, des machins. Et donc ça coûte. On a des barquettes pour les fraises, on a des machins comme ça. Et donc ça, c'est de plus en plus coûteux. Le transport est plus coûteux et donc en fait et puis le consommateur demande a plus de mal à payer le prix enfin il y a des arbitrages économiques qui sont assez forts dans les ménages donc en fait on est un peu c'est difficile de voir enfin en fait ça se contracte un peu pour tout le monde les marges se réduisent un petit peu pour tout le monde et donc là on est plus dans une phase où on serre un peu les coudes c'est-à-dire que voilà, il y a les principes de réalité de chacun où il y a des choses qu'on peut pas faire parce qu'en fait sinon ça sert à rien de travailler. On peut pas descendre trop bas, mais bon, il faut pas non plus exagérer. Donc voilà, c'est vraiment un jeu de. Et puis il faut pas non plus aller à l'encontre de ses valeurs et changer ses approvisionnements complètement en disant en fait finalement moi en fait je peux trouver 2 fois moins cher ailleurs donc en fait je vais arrêter de me prendre le chou avec eux et puis voilà. Donc il faut vraiment trouver l'équilibre. C'est un jeu d'équilibriste un petit peu. Mais je pense que dans tout le secteur finalement, moi je vois les restaurateurs c'est aussi un jeu d'équilibriste dans les approvisionnements. Et pour les producteurs, c'est pareil, en bout de chaîne, c'est serré, les transporteurs, c'est serré aussi. En fait, pour tout le monde, c'est assez serré. Et, euh, et voilà, bon après, moi, par rapport à du plomb et tout ça, bon, nous, on travaille quasiment que en bio, donc on n'a pas, franchement, on n'est pas complètement dans ces débats-là. C'est sûr que ça fait pas plaisir, mais ça, c'est plutôt pour le futur, quoi, on va dire. On se dit que ça va vraiment dans le mauvais sens et que en fait, c'est en train de décliner. Nous, à notre échelle, en tant que, au niveau microéconomique, en fait, notre objectif, c'est surtout de maintenir l'activité, de conserver une clientèle qui est captive et qui est sensible aux produits qu'on propose et que notre message passe bien, que la valeur ajoutée qu'on amène, elle soit bien comprise et que, in fine, le client final soit satisfait et que les producteurs aussi et que les gens avec qui on bosse, enfin, les salariés, s'y retrouvent et qu'on on conserve les fournisseurs, les clients, le personnel et qu'en fait on arrive à continuer à construire quelque chose qui soit vertueux. De là à dire que voilà l'impact des nécoténoïdes aujourd'hui et le fait qu'en fait il y a une réduction de la part du bio dans les grandes surfaces, pour nous ça n'a pas un impact direct quoi. C'est-à-dire qu'en fait on le voit, on voit que ça va dans le mauvais sens, mais voilà. J'irais même jusqu'à dire parfois que c'est vrai que la déconversion en bio pour nous parfois est un peu euh, presque favorable économiquement, c'est Oui. une réalité. Hein. On vient plus chez vous, quoi. Bah non, mais au bout d'un moment, c'est vrai que en fait, ce qui s'est quand même passé, c'est qu'à un moment, il y avait quand même trop d'offres. Donc en fait, il y avait plus la demande, il y avait plein de gens qui étaient sur le marché, et en fait, ça coupe l'herbe sous le pied aux acteurs historiques aussi, qui ont toujours fait ça. Et en fait, il y avait aussi parfois des gens qui sont un peu arrivistes, c'est-à-dire qu'ils ont vu un marché, ils se sont dit, on y va à fond, ils y connaissent rien, enfin ils y connaissent rien. Ou en tout cas, ils peuvent être assez opportunistes, plutôt dans une logique de rentabilité économique en se disant tiens on va gagner des sous grâce au bio et en fait ils viennent prendre de la part de marché en cassant le prix de marché sur des gens qui travaillaient aussi donc qui avaient rien demandé à part que ça progresse mais pas comme ça enfin voilà après il y a des différentes manières et nous de la même manière bon c'est pas forcément des gros acteurs et tout ça mais c'est vrai que toutes les petites initiatives qui viennent à côté même si parfois elles sont amenées à disparaître, parfois elles peuvent être très bien, mais bon, parfois, des fois, on sait pas trop d'où ça sort, d'où ça vient, on se dit tiens, c'est marrant, et il y a un nouveau projet. Bon, voilà, il y a beaucoup d'initiatives. Des fois, on n'est pas certain que ce soit très très bien réfléchi. Bah, mine de rien, ça grappille des parts de marché et ça affaiblit aussi l'existant. Donc c'est quand même un jeu c'est quand même un jeu qui est pas si évident. Alors, on leur souhaite pas de malheur, mais bon, on souhaite quand même vivre et continuer à faire un peu ce qu'on a à faire. Enfin, en tout cas, conserver le modèle. Et donc il faut, voilà, on a besoin. Enfin, voilà, on regarde pas toujours ça d'un très très bon œil. En tout cas, ceux qui arrivent avec les dents trop longues, c'est sûr qu'ils ont fait du tort, quoi. On va dire au marché aussi quand même. Hein. Bien sûr.
Dans 2 minutes, on ouvre les micros s'il y a des personnes qui veulent intervenir, poser des questions, etc. Je vais revenir sur, pour clore un peu le sujet sur le lien ville-campagne et le lien des consommateurs aux producteurs, etc. Vous avez à 2 reprises fait une fête de quartier dans le 11e, à laquelle l'école comestible a bien participé la dernière fois, l'année dernière, pour les 10 ans, et qui avait vraiment une ambiance de fête de village, quoi. Est-ce que ce côté festif où on réunit tout le monde, les producteurs, les consommateurs, autour de la bonne bouffe et des bons produits, est-ce que ça, c'est quelque chose qui te semble important, qui te semble clé pour aussi maintenir ce lien? Bah oui, oui, oui. Moi, c'est quelque chose qui me tient très à cœur, qui m'a toujours tenu à cœur. De toute manière, nous, Ça représente quoi pour vous, en fait, de faire ça? Parce que c'est pas non moi, plus ça représente si la raison d'être. rémunérateur. Non, c'est pas rémunérateur, c'est chronophage. Mais par contre, c'est plein de bons souvenirs. Et bon, d'un point de vue business pur, je dirais que ça fidélise beaucoup les fournisseurs. On met une bonne dose enfin, on arrive à communiquer. Enfin, ça nous permet d'être un espace de communication pour nos producteurs aussi, donc de les mettre en avant préalablement et pendant le moment. Ça met en avant leur bouffe. Ça crée beaucoup de rencontres. Voilà. Donc ça c'est vraiment super. Mais moi, à l'origine, c'est vraiment le principe même de ce qu'on a voulu faire dans l'association dans laquelle on était. Donc, cette idée de ville campagne. Donc, nous, les deux axes qu'on avait eu depuis le début, c'est vraiment de transmettre le produit, donc qui est produit à la campagne et qui va être consommé en ville, donc qui est quand même qui sont quand même les plus gros bassins de consommation, hein, donc d'habitat. Euh, et aussi, bon, nous, à l'origine, c'était plutôt de faire venir les Parisiens à la campagne à travers des événements festifs, mais sur les lieux de production. Donc ça, on l'avait réalisé avant l'ouverture du Zingam. On avait fait la fête des noix, la fête des choses comme ça. Donc en fait, on faisait venir plein d'amis, mais aussi de gens un peu de partout, et on faisait des rencontres parce qu'on partait aussi beaucoup du principe qu'il y avait quand même une méconnaissance en fait du milieu rural vis-à-vis du milieu, et beaucoup de stigmatisation, beaucoup de préjugés, et donc ça aidait pas du tout à la finalement, enfin, en tout cas, c'était un frein à la compréhension sur le modèle alimentaire. Ça aidait pas, en fait, parce que, en fait, si on comprend pas là où c'est produit, bah, c'est vrai qu'on peut pas avoir les clés de compréhension, qui sont assez complexes, hein, de son alimentation. Parce que ça peut rester que très théorique. En fait, il faut quand même, à un moment, rencontrer les personnes pour se dire, tiens, il y a quand même des personnes derrière et tout ça. Parce qu'en fait, ce système alimentaire, il est construit par des gens. Et donc ces gens, ils se situent un peu à tous les niveaux de la chaîne pour finalement des produits. Et donc après, bah, au Dingam, on a un peu fait le choix de perdurer ça, et on n'a pas pu délocaliser les fêtes, même si on aurait bien aimé le faire parce qu'il y avait un projet de faire ça à la ferme de Pierre Rigaud dans le Val d'Oise, directement dans ses vergers. Mais mais bon, voilà, on l'a fait plutôt sur le modèle vie de quartier, autour des boutiques. C'était quand même plus simple, voilà, avec vraiment la rencontre. Il y avait 40, 50, 70 exploitations qui venaient, et puis alors un peu des stands, et puis aussi surtout un espace de rencontre, des grandes tablées, et une carte de France avec d'où venaient les gens, et puis plein d'échanges, plein de rencontres entre les gens. Et bon, pour nous, c'est voilà. Après, c'est vrai que moi, c'est le plaisir un peu de faire la fête, de rencontrer les gens, enfin, c'est ce qui m'a amené à faire ça. Donc en soi, voilà, c'est un peu la genèse que je remets sur la table tous les 5 ans pour où on fait une grande fête. Mais bon, voilà, je pense que ça contribue à personnifier un petit peu tout ça, et pas juste rester dans un aspect théorique, et juste voilà, enfin rapprocher les gens pour mieux comprendre ce qu'on Oui, mange. et sceller aussi le quartier, quoi, rapprocher les gens autour de Et ces effectivement, alors valeurs, de ces principes. dans le quartier, ouais, c'est un très bel écho. Comme tu dis, c'est vrai qu'il y a un aspect fête de village. Donc c'est vrai que ça sort du lot. Enfin, ça sort du lot dans le sens où ça sort de ce qui est communément fait à Paris.
Et donc, ça fédère beaucoup les gens. Et il y a quelque chose de presque un peu identitaire autour de ça, le sentiment d'appartenance qui peut ressortir et qui est assez sympa. En tout cas, je pense que les gens s'en Oui, je rappellent crois qu'il bien. y a des gens qui voulaient que vous fassiez ça tous les ans, non? Ouais, voilà. Alors, on aurait bien aimé, mais après, à la fois, ouais, il y a quand même une contrainte logistique. On a essayé, on a refait des déplacements aussi, les voir. On a essayé de. Tania, elle m'a envoyé la vidéo là aujourd'hui même qu'on avait réalisé au Pays Basque quand on avait été voir tous les producteurs qui ont aussi des cultures de faire des fêtes, de rencontres aussi pas mal hein, dans certaines Attends, parce que tu régions. vas un peu vite, juste pour ceux qui se questionnent, Tania, c'est donc à la fois la compagne de l'Hélio et associée aux Zingam, et qui a pas mal géré justement toute la partie logistique de la fête. Et ensuite, après la fête l'année dernière, vous avez vous avez réorganisé quelques visites chez les producteurs. Ouais, voilà. On a fait des visites, et notamment celle au Pays Basque, où en fait on utilisait un peu le réseau du Zingam pour faire des visites de ferme facilitées, on va dire, parce que comme on avait toutes les adresses et qu'on se connaissait déjà bien, c'était assez facile. On s'est greffé sur des événements au Pays Basque de fêtes de village finalement, mais organisés par les producteurs, à des endroits où ils ont des liens à la terre qui sont quand même beaucoup plus forts. Et à la bouffe aussi, donc c'était les talos, les machins, les piperades. Enfin, on a mangé, on était avec eux, enfin tout le monde dans le village, tout le monde chantait. Enfin, c'était vraiment sympa, quoi. Et donc nous, on était les Parisiens au milieu de tout ça, donc on s'est bien marré. Mais donc voilà, c'est vraiment les parties plaisantes, quoi. Enfin, les parties très sympas, quoi. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions parmi les gens qui nous écoutent? N'hésitez pas. Hein. Il a plein de trucs à raconter, Lélo, qu'il n'a pas encore raconté. Bon, moi, alors du coup, si, je poursuis. Alors, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Tout à l'heure, tu disais que vous avez 15 épiceries partenaires que vous fournissez. Outre les 3 Zingam voilà, en propre. Ça m'intéresse beaucoup de savoir ça, parce que je sais que vous avez fait des petits, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont travaillé aux Zingam, qui ont ensuite ouvert leur propre petite épicerie. Tu parlais du fait que ce n'était pas toujours facile d'avoir des concurrents qui se positionnaient. Donc, comment est-ce que vous définissez votre rapport à ces 15 épiceries partenaires? Parce que c'est quand même un paquet, 15 épiceries partenaires. Et c'est quoi le deal, quoi? Est-ce que c'est des anciens du Zingam? Est-ce que c'est des gens que vous avez formés? Est-ce que vous prenez une com sur leur vente? Enfin, voilà, comment ça se passe? Non, c'est pas des coms, hein, c'est des systèmes enfin, on leur revend les produits en intégrant les coûts opérationnels qu'on a sur le produit. On leur permet, on est facilitateur pour leur approvisionnement, que ce soit en gestion de stock, que ce soit en panachage, que ce soit en choses comme ça. Et donc on les accompagne, on va dire, dans leur approvisionnement, sachant que la plupart ont des approvisionnements en direct producteur parce qu'ils ont tous fait un travail de sourcing en direct, mais voilà, il va leur manquer une partie des approvisionnements et en tout cas, c'est le problème, c'est la question dont je parlais là, tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir un peu plus de suivi sur les produits, peut-être un peu plus de précocité parfois, peut-être avoir certains produits sur lesquels ils n'arrivent pas à s'approvisionner. Je pense aux produits qui viennent d'un petit peu plus loin, où ils n'arrivent pas à s'approvisionner en direct parce que c'est trop contraignant. Et après, pour la sélection, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on sélectionne. Aujourd'hui, on sait pas, on sélectionne pas. Je pense que naturellement, il y a que des gens qui sont assez vertueux qui travaillent avec nous parce que sinon, en fait, au niveau de la qualité au niveau de la qualité du prix, je pense que il y en a pas mal qui viennent pas, enfin, qui arrivent pas à travailler avec nous parce que en fait, ils ont besoin d'un sourcing qui soit un peu moins précis, pointu, et donc aussi un prix qui soit plus faible, on va dire. Pas partout, mais voilà, en tout cas ils arrivent à avoir des prix peut-être un peu plus bas ailleurs. C'est sûr que nous on n'est pas les mieux placés sur le marché. Bon après c'est sûr qu'on fait attention à l'implantation géographique, c'est-à-dire que si c'est pour avoir les mêmes produits à 200 mètres de chez nous, c'est pas l'objectif, quoi. Donc là-dessus on s'est déjà vu refuser certaines épiceries qui étaient un peu trop proches.
OK. Donc il y a une histoire de répartition géographique aussi, Ouais. dans Mais après, Paris. quand on fait de la distribution, de toute manière, c'est une question qui se pose toujours, même quand on n'a pas ces épiceries en propre. En fait, les épiceries en propre, ça va être comme des clients très fidèles qu'on va chouchouter. Et moi, des très bons clients, je vais pas mettre mon produit en face de chez eux. Enfin, je vais pas mettre le même produit que eux en face, quoi. C'est des choses que je fais pas. Et donc, je le fais pas non plus pour mes propres boutiques parce que ça, voilà, c'est, enfin, en fait, l'idée, c'est de faire enfin, l'idée, c'est que, voilà, que ce soit gagnant-gagnant, que ça avance dans le bon sens et c'est pas de se tirer des balles dans le pied tous les 4 matins. Enfin, voilà, on n'est pas avide de vendre spécialement. On cherche à vendre et tenir dans la durée et proposer quelque chose sur du long terme. Donc, en fait, c'est la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que s'il y a, s'il y a un peu conflit d'intérêt entre nos clients, bah, il faut trouver un moyen de trancher. Voilà. Bon, après, il y a des gens qui voient des conflits d'intérêt partout et là, on essaie de les raisonner un petit peu parce qu'il y a des gens qui voudraient des exclusivités sur tout Paris. Et on leur dit, bah non, ça, c'est pas possible. Mais par contre, voilà, quand c'est pas trop, quand c'est trop proche, on essaie d'éviter parce on se dit que ça va pas forcément faire du bien ni à l'un ni à l'autre en fait et que du coup en fait on risque de tuer le produit dans les deux magasins. En même temps, est-ce que ce qui tue le produit, enfin, est-ce que tu penses qu'un pari sans qu'avec un Gangnam Style boutique et plus de supermarchés, par exemple, ce serait une solution pour mieux manger de manière beaucoup plus généralisée? Ou Oui, non? oui, Est-ce qu'il faut, enfin, tu vois, quel ça est toi je pense, mais ton idéal de l'approvisionnement alimentaire dans une ville, quoi? bah oui, ça c'est un peu ça c'est vrai que c'est un vaste débat. Nous on a pas mal de concurrents, il y a pas mal d'initiatives qui sont montées qui peuvent être assez intéressantes, notamment une coopérative d'épiciers aussi qui essaie de faire du transport pour les épiceries, donc en fait qui essaie de conserver un lien direct avec les producteurs et s'insérer juste en transport et leur faire toute la logistique et tout ça. Bon, il y a plein d'initiatives qui peuvent être bonnes. Après, bon, moi, ce dont je parlais là, c'était vraiment cette idée de un peu de différenciation. C'est vrai que dans le commerce, on a quand même un petit peu besoin de se différencier parce que sinon, et le produit est un élément de différenciation. Donc on essaye quand même d'avoir voilà de respecter, enfin essayer de se dire qu'on a un super produit ici et qu'on le trouve pas partout ailleurs et que du coup que les clients ils vont quand même venir ici. Après ça veut pas dire qu'on peut pas avoir un autre produit super bon ailleurs. Enfin voilà, en fait on peut avoir, et en fait il y a plein de bons produits. La question c'est que nous on les a pas tous entre les mains. Que c'est sûr que enfin, il faut développer les produits de qualité sur la place de Paris, mais bon, après c'est toujours pareil, quoi. C'est vrai que des fois dans le commerce, on a tendance à faire un petit peu de rétention. Ça c'est un peu malgré nous, mais on fait un peu gaffe parce que voilà, il y a des gens qui sont attachés à quelque chose et ils ont une clientèle autour de ça et que si on a bien vu hein, enfin moi mon rêve c'était que le nombre d'épiceries explose à Paris. Quand j'ai démarré, je voulais des épiceries à tous les coins de rue. Bon, c'est vrai que j'ai vu avec l'explosion des épiceries, bon déjà, la manière dont ça se configure, c'est pas tout à fait comme je l'avais imaginé, et c'est assez concentré sur certains endroits. Donc à des endroits, on se marche sur les pieds, à d'autres, il y en a encore très très peu. Et puis après, il y a la qualité des initiatives qui est pas toujours égale. Hein. Donc bon. Ton rêve, aujourd'hui, c'est quoi? Parce que tu disais ton rêve, c'était ça, mais tu t'es rendu compte que ça marchait pas trop comme ça. Et tu réponds pas tout à fait à ma question sur les supermarchés. Est-ce que ceux-ci devraient disparaître des villes si c'était toi dans un idéal maintenant, aujourd'hui, ce serait quoi ton rêve? Ton rêve alimentaire pour une ville comme Paris, ce serait quoi? Bah, moi, j'ai pas forcément un rêve pour Paris. Par contre, c'est sûr que mon rêve, ce serait de structurer beaucoup plus les filières alimentaires. Et pour ça, il faut avoir une capacité d'acheter beaucoup plus de volume d'une certaine manière. Et en fait, on en vient à la question du volume, c'est-à-dire que les supermarchés, ils ont plein de défauts, mais ils ont quand même ils réalisent quand même l'approvisionnement assez massif
en volume, comparé à nous qui sommes l'aiguille dans une botte de foin, ils réalisent quand même la prouesse, en tout cas, ils réalisent le fait d'approvisionner des villes complètes avec des volumes qui sont immenses. Euh, Si on veut les enlever, on peut pas juste les enlever, il faut les remplacer quand même. Bah, d'ailleurs, il y a une faut... question de Camille, une autre Camille, qui dit: est-ce que c'est possible, ce serait possible de nourrir tout Paris avec des ingams à la place des supermarchés, et est-ce que la production des petits producteurs serait suffisante? Une vraie question. Oui, c'est une vraie question. Et je pense que c'est pas réalisable en un claquement de doigts, très clairement. Comme je vous ai dit, la conversion à un Zingam peut se faire très très vite, mais c'est vrai que la conversion, enfin amener vers une agriculture vertueuse, suffisamment de volume pour Paris, ça se fait pas en un clin d'œil. Moi, je sais que quand j'ai commencé à l'époque, les producteurs avec qui je commençais, justement, en fait, il y avait une pénurie d'offres, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout suffisamment de produits. Et donc, en fait, les gens qui produisaient intelligemment, ils étaient sur-demandés. Et c'était ils n'avaient pas du tout la capacité. Et après, ça s'est un peu inversé, et voire totalement inversé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a de l'espace. Donc là, ça donne envie justement d'aller faire un travail commercial pour vraiment aller vendre le produit, en tout cas trouver des débouchés pour ces producteurs. Là, il y a vraiment un boulot à faire aujourd'hui pour trouver du débouché pour les producteurs, parce que de la production, il y en a, des savoir-faire, ils sont là. Et il y a même de la déconversion, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui retournent en arrière par rapport au bio et tout ça. Donc en fait, on peut tout à fait. Là, il y a vraiment. Est-ce que ce sera suffisant aujourd'hui, en état actuel on va dire de la mise en culture, aujourd'hui à un instant T, est-ce que la mise en culture serait suffisante pour fournir tout Paris en bio? Ça, je suis pas sûr, mais en même temps, heureusement, parce que vu que c'est pas le cas, si tout le monde était comme ça, je pense que ce serait un peu compliqué. Enfin, en tout cas, ça ferait beaucoup de malheureux et surtout des producteurs malheureux qui n'arriveraient pas à vendre leurs produits. Donc, on va dire, on leur souhaite pas vraiment. Et tout ça, faut que ça avance en fait parallèlement. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est quand même que il y a quand même une demande qui est pas tout à fait assez suffisante par rapport à ce qu'on a été en capacité de fournir post-Covid. Et voilà. Et aujourd'hui, ça se régule parce que les gens rebaissent un petit peu la production. Et on voit pas mal de producteurs aussi qui lèvent le pied au lieu de faire 3 salades, en font que 2 sur tel produit parce qu'ils se disent ouais, bah, en fait, moi avec 3, j'avais pas le débouché. Donc en fait, je lève un peu le pied plutôt que d'aller vendre au rabais et voilà. Donc moi je pense que voilà, il faut amener le tout et tout ça c'est en fait concrètement ça veut dire amener des marchés, trouver des débouchés, mais il faut aller les chercher un par un, plus ou moins gros, et tous les jours. Enfin c'est un vrai boulot quoi. C'est un taf qui est compliqué. Alors, on a une question de Agathe qui demande si tu peux nous aider à comprendre les différences entre ce qui est proposé aux Zingam et les épiceries concurrentes directes, type La Récolte, Au Bout du Champ, Berry, je ne connais pas, Miam ou Le Campanier. Ouais. Oui. Par exemple, la récolte, je pense que c'est assez similaire en produit. Je pense que ça peut ressembler pas mal. Après, il y a toujours la gestion qu'on va avoir et la sélection qu'on va faire à proprement parler sur le produit. C'est-à-dire que voilà, selon comment on approvisionne, on peut avoir une qualité d'approvisionnement, une fraîcheur et de sélection de produits qui peut être différente. Nous, on essaie d'être assez pointu par rapport à la sélection, c'est-à-dire que on va aller chercher un tel truc chez un tel, ça chez ça. Enfin voilà, on va essayer on goûte tout. Enfin voilà, il y a vraiment un travail qui est fait à ce niveau-là. Mais en tout cas, la récolte, par exemple, est en bio. Donc, en tout cas, sur le fruit et légumes, moi, je sais qu'on va avoir des produits qui peuvent se rapprocher parfois. Euh, bon, par exemple, chez Berry, il y a très peu de bio. Enfin, il y a du bio, mais il n'y a pas que du bio. Ils écrivent raisonné. Aujourd'hui, raisonné, pour moi, c'est une terminologie qui veut dire conventionnel, en fait, et conventionnel de qualité peut-être avec un standard un peu plus qualitatif, c'est-à-dire que c'est de la catégorie un peu extra du conventionnel, c'est-à-dire c'est pas la mauvaise catégorie du conventionnel, mais c'est une catégorie un peu plus qualitative, mais ça reste des choses avec des intrants de synthèse quoi qui sont dans moi bon de ce point de vue-là déjà pour moi enfin, on n'est pas tout à fait dans le même espace voilà. Le campanier je ne connais pas trop. C'était quoi les autres? C'était qui les autres? Il y avait Miam et Au Bout du Champ.
Ouais, alors au bout du champ, je sais plus trop où ils en sont. J'ai l'impression qu'ils ont fait 4 fois, ils ont changé 4 fois leur fusil d'épaule sur l'approvisionnement. Donc du coup, je suis un peu perdu parce qu'avant c'était que local, pas très bio. Après, ils ont fait pas mal de bio ailleurs. Enfin, en fait, ils ont beaucoup changé. Ils se sont fait racheter. Je pense que du coup, pour moi, c'est assez incohérent et du coup, je pense que c'est pas terrible parce qu'en fait, l'incohérence dans ce système-là, c'est pas forcément euh, enfin, enfin, ça peut pas être très bon en termes de suivi. Voilà. Notre force, c'est vraiment d'avoir un suivi avec les producteurs et de les suivre enfin, voilà, d'avoir une fidélité, de travailler avec eux et de sélectionner le produit au fur et à mesure avec eux, quoi. On va bientôt terminer parce qu'on arrive à 19h. Mais il y a plein de questions. Les gars, vous auriez pu poser vos questions avant quand même. Camille qui demande quel pourcentage de l'activité est en B2B ou B2C. C'est-à-dire Nous, aujourd'hui, qui c'est s'appelle 60-40. Donc, on a 60 60 sur les boutiques et 40% sur les pros. sur les pros. OK. Et Chloé qui demande si tu as pu t'appuyer sur des personnes qui avaient plus de connaissances sur le maraîchage, les modes de production, quelqu'un qui t'a aidé au début pour la pro, ou tu as tout fait toi-même. Voilà. J'ai beaucoup travaillé moi sur ces questions-là quand même personnellement parce que j'ai fait quand même 3 ans avec des maraîchers et tout ça, des arboriculteurs. Je les ai énormément rencontrés, donc je me suis quand même beaucoup formé. Je pense que je connais quand même pas mal, sans me dire que je peux être un agriculteur pour autant, parce que je reconnais une grande enfin, je réalise qu'ils sont très très techniques en fait. Ces gens-là, enfin, j'ai réalisé depuis longtemps que c'est des gens qui sont très techniques et donc j'en apprends tous les jours encore. Mais après, bah, j'ai avant tout ma femme Tania, hein, qui est quand même ingénieure agronome, hein, et qui m'a aidé, et que j'ai recruté sur la question, sur la partie approvisionnement en 2016, fin 2016, qui a très vite, qui m'a beaucoup aidé. Mais après, voilà, je dois dire on a fait ça ensemble, et on a toujours essayé de, voilà, challenger un peu nos principes, nos valeurs, et puis après, on a été rencontrer des gens, et on a vu comment ils travaillaient. Voilà. Après, c'est sûr que Tania, ouais, mais bon, sur le petit maraîchage, finalement, c'est moins technique. Enfin, c'est technique, c'est très technique, mais c'est moins ce qu'on apprend en école d'agriculture, quoi. En fait, en école d'agronomie, on apprend surtout les systèmes agricoles, qui sont à grande échelle, hein. Donc, avec vraiment les structurations, aussi beaucoup les questions, enfin, tout ce qui est mécanisé, tout ça, les rendements hectares et tout ça, ce qui en fait, quand on parle de petite agriculture, est assez loin de ces réalités-là. Parce qu'il faut quand même savoir que les ingénieurs agronomes, ils sont quand même plutôt orientés sur de l'agroalimentaire assez classique, et pas toujours très vertueux. Et du coup, ils peuvent être acheteurs sur des grosses centrales ou alors techniciens pour des grosses exploitations. Enfin, c'est un monde qui est assez différent quand même de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc nous, en fait, c'est un peu entre les deux, quoi. C'est à la fois beaucoup de valeur, à la fois quand même de la connaissance technique, parce que c'est assez réinventé. Ça réinvente un petit peu le le modèle agricole, et donc c'est d'autres métriques, d'autres standards en fait qui sont réinventés. Si on parle de polyculture ou de micro-maraîchage intensif, ce genre de choses, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont, enfin, de nouvelles statistiques qui sortent, et de nouvelles réalités d'agriculture. En fait, l'agroécologie aussi, pareil, c'est pas vraiment enseigné en école d'agronomie, hein. Enfin, ça peut être un cours un Je crois peu que c'est comme pas ça. tout à fait ça la question de Chloé, mais je pense que pour revenir au point, je pense que au départ, vous avez un peu choisi ensemble les producteurs avec dont vous appréciez les produits, qui avaient les valeurs que vous recherchiez. Et puis après, il y a quand même une histoire humaine, c'est-à-dire que il me semble, et ça c'est peut-être aussi ce qui vous différencie pas mal de certaines autres enseignes mentionnées par Agathe, c'est le rapport humain qui, moi, qui est vous êtes très proche des producteurs que vous représentez et que vous distribuez. Vous allez leur rendre visite de manière assez régulière, il me semble. Vous faites des tournées de vos producteurs, tout comme vous êtes assez proche aussi de vos clients, quoi. Donc, il y a un truc très humain dans cette histoire, non
Bah oui, on a essayé de faire quelque chose de, somme toute, assez simple, en fait, hein. Mm. C'est-à-dire, en fait, on a travaillé main dans la main avec des producteurs et puis on l'a proposé à des clients et voilà. Et après, bon, on se rend compte que ça demande beaucoup d'énergie, finalement, pas mal de savoir-faire et de technicité, mais on a tâché de rester assez simple et assez humain dans nos relations, et à taille humaine, que ce soit les exploitations, que ce soit l'entreprise, que ce soit, le public ciblé, voilà, sur un quartier. En fait, tout est resté assez, cohérent et humain, quoi, dans le sens où on n'a pas été chercher, ni une croissance qui nous aurait fait perdre le pied sur terre, ni à déployer sur des approvisionnements qu'on connaissait même pas. Enfin voilà, on a toujours essayé de garder un modèle voilà, qui nous permette de garder un peu le contrôle, de rester proche des gens, de comprendre ce qu'on faisait, d'apprécier aussi ce qu'on faisait, le produit et tout ça, quoi. Et les gens avec qui on bosse. Donc en fait, c'est tout en étant quand même dans une certaine croissance et une certaine dynamique aussi, parce qu'il faut pour bosser, mais sans voilà se faire bouffer par le fric, par des levées de fonds, des choses comme ça qui en fait amènent aussi souvent les dirigeants à plus vraiment parler du produit, en fait, hein, parce qu'en fait au bout d'un moment des fois on a tellement des problématiques qui sont autres que en fait on en oublie un petit peu ce pourquoi on est là au début, quoi. Mm. Eh ben, une belle conclusion. Agathe nous a écrit encore une question, mais Agathe, je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, sauf si elle est rapide. Pourquoi avoir choisi la baseline épicerie de quartier sans préciser votre spécificité direct producteur et ou bio? C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Ouais, moi, je Après, dirais nous, parce que c'est on a une toujours été, source, mais on a fait le choix d'être assez, comment on dit, épuré, simple. Enfin, c'est-à-dire que voilà, mais on nous reproche souvent qu'il n'y ait pas suffisamment d'explications et tout ça. Mais c'est vrai que voilà, on laisse aussi le choix. Enfin, en fait, écrire trop de choses, parfois c'est un peu réducteur aussi, parce qu'en fait, ça laisse moins la place à, à l'interprétation. C'est voilà, donc on aurait pu mettre. Moi, j'en ai vu un bio, direct producteur, paysan, machin, mais déjà c'est pas toujours tout en vrai, donc il faut faire attention à ce qu'on écrit. Donc on s'est dit on va mettre épicerie quartier, ça au moins on est sûr. Et puis à partir de là, on va tâcher de faire en sorte que les gens comprennent notre message à travers le produit et en fait finalement que le produit parle de lui-même et que les vendeurs soient à l'image de ce qu'on fait et puis voilà quoi, en fait on s'est dit, on a même hésité à un moment à écrire le nom de la boutique sur la boutique en se disant en fait voilà il n'y a pas forcément besoin. Non mais c'est vrai qu'à l'origine c'était ça et je sais que chez Terroir d'Avenir c'était un peu pareil aussi, il n'y avait pas écrit le nom quoi quasiment, il y avait juste écrit sur un tote bag comme ça et finalement c'était un signe de voilà c'était un peu le contre-pied de la marque en fait de quelque chose qui est trop placardé partout et qui est un peu omniprésent et qui prend le dessus en fait parce que très souvent la marque prend le dessus sur les fournisseurs, ça c'est un truc où c'est pas toujours très intelligible au début, mais en fait on se rend compte que plus il y a une marque, plus la partie fournisseur et tout ça est cachée et en fait derrière cette idée de marque qui en fait est l'alpha et l'oméga de ce qui est vendu. Et en fait, en restant un peu discret par rapport à ce qu'on est, finalement, on fait plus ressortir ce qu'il y a autour, ce qui nous construit. Enfin, je trouve. Mais après, bon, après voilà, on a fait comme on a fait, hein. Bah, Agathe dit que maintenant, elle est votre cliente et qu'elle est très, très contente. Bon, Et bah, qu'elle j'en suis ne dit ravi. rien de mieux que le Merci. bouche à oreille sur la durée. Merci beaucoup, Lélio. C'était super de t'écouter. Merci à vous. Toujours plus sur ton parcours. Gabriel, je ne sais pas si c'était une question, mais là, on n'a plus le temps. Mais par contre, n'hésite pas à nous écrire si tu veux qu'on transmette une question à Lélio en plus. Et si c'est un coucou, eh ben, coucou. Et merci à tous et toutes d'avoir été présents. Si vous êtes parisien, bah, du coup, je pense que vous aurez compris, ça vaut le coup d'aller faire un tour aux Ingam dans le 11e ou le 18e. Et Oui, je rappelle les adresses. Voilà, rue, je peux le dire si tu veux. Le premier, c'est rue du Chemin Vert, 71, hein, c'est ça? 75. 75, bah vas-y, dis les autres. 75 rue du Chemin Vert, 51 rue de la Fontaine-au-Roi et 74 rue des Martyrs. Donc côté 18e,
Au-dessus du boulevard Rochechouart. où il y a aussi une offre restauration le midi. Exactement, du midi. Ouais. Voilà. Donc, à très bientôt aux Zingam ou ailleurs. Ouais, à bientôt. Merci à vous de Merci m'avoir écouté. Lélio. C'était un plaisir. Ciao, ciao. Salut Camille, merci beaucoup.